Bonjour. En tant que stagiaire, un enfant de 8 ans devenu tétraplégique suite à un accident de la route lui causant un traumatisme crânien m'a été référé pour une évaluation. Nous le rencontrerons avec ses parents sous peu. Quelles sont vos attentes par rapport à nos rencontres? Nous souhaitons adapter l'environnement de Justin au maximum afin qu'il puisse être le plus fonctionnel possible dans toutes les sphères de sa vie, mais surtout à la maison. Le but est qu'il ait une enfance le plus normale possible. Ce sont de beaux objectifs. Cependant, afin que vous compreniez mieux la situation de Justin, je vais vous expliquer la tétraplégie plus en profondeur. Les causes traumatiques les plus fréquentes sont les accidents de la route, les accidents sportifs, les tentatives de suicide, les plaies par arme à feu ou arme blanche, mais également les causes médicales telles que des infections. Cependant, il est important de bien définir ce qu'est la tétraplégie. Considérée comme une atteinte à la moelle épinière à la suite d'un accident traumatique quelconque, on parle de tétraplégie lorsque cette atteinte est localisée au niveau des cervicales et a pour conséquence une paralysie des 4 membres du corps. Premièrement, la moelle épinière, qui est dans le canal vertébral, fait partie du système nerveux central avec l'encéphale, le tronc cérébral ainsi que le cervelet. Cela signifie donc qu'elle peut recevoir, intégrer et coordonner les informations qu'elle reçoit du système nerveux périphérique et du système nerveux central. Ces informations peuvent être d'origine musculaire, sensorielle ou hormonale. La moelle épinière est composée de voies ascendantes et descendantes essentielles pour la transmission des messages entre le système nerveux périphérique et central. Les voies ascendantes sont sensitives et transportent l'influx nerveux de la périphérie vers l'encéphale. Au contraire, les voies descendantes ont pour départ l'encéphale et amènent l'influx nerveux vers la périphérie. Ensuite, la moelle épinière est composée de matière blanche qui entoure une zone de matière grise qui lui permet d'intégrer et de véhiculer l'information entre les neurones périphériques et le cerveau, par exemple les réflexes physiques ainsi que les patrons locomoteurs. La matière grise est principalement formée des corps cellulaires des neurones et effectue le traitement de l'information. La substance blanche, quant à elle, contient les axones des neurones. C'est donc à ce niveau que la transmission de l'information est effectuée. Donc, la moelle épinière est très importante au niveau sensitif et moteur, et c'est donc pour cela qu'un accident traumatique entraînant une lésion à la moelle épinière peut être très limitante pour le corps d'un individu. Effectivement, puisque les vertèbres C5 à T1 sont celles qui s'occupent de la motricité du corps, une lésion au-dessus de C5, donc au niveau des cervicales, empêchera les flux nerveux de se transmettre au niveau plus bas, ce qui les rend inaptes. La gravité des conséquences d'une lésion médulaire dépend de la localisation des atteintes vertébrales. Le diagnostic se doit d'être réalisé le plus tôt possible. L'IRM cérébrale ou de la moelle osseuse est le premier examen prescrit à réaliser puisque c'est le plus précis au niveau anatomique et fonctionnel. Le diagnostic peut également être basé sur l'exploration des systèmes musculaires et nerveux réalisée par une ponction lombaire permettant le prélèvement de liquide céphalorachidien afin de l'analyser. Comme nous l'avons abordé plus tôt, les atteintes à la moelle épinière, telles que celles qui provoquent la tétraplégie, ont plusieurs conséquences. En effet, on y retrouve des conséquences telles que des troubles moteurs, sensitifs, sphinctériens, neurovégétatifs, génitosexuels, respiratoires, ainsi que des douleurs. Pour ce qui est des symptômes moteurs, on constate une atteinte du tonus musculaire, soit une raideur musculaire. On parle alors de spasticité. Des symptômes sensitifs peuvent aussi être présents. Ainsi, la sensibilité superficielle, c'est-à-dire celle qui nous permet de ressentir toutes les sensations cutanées, peut être perturbée. La sensibilité profonde peut aussi être touchée. Cette dernière nous permet de nous positionner dans l'environnement et de détecter les pressions que la peau subit. Cette atteinte peut provoquer certaines difficultés d'équilibre, des sensations de vertige ainsi que la peur du vide. Les troubles sphinctériens chez la personne tétraplégique se résultent en une perte de contrôle des orifices et des conduits de cette dernière. De plus, cette dernière aura de la difficulté avec la perception de ses premiers besoins. Cela peut mener à de l'incontinence urinaire et fécale. Les troubles neurovégétatifs concernent la régulation tensionnelle, la sudation, ainsi que la régulation thermique. On constate également fréquemment des troubles génitosexuels chez les patients tétraplégiques. Chez l'homme, notamment, l'érection réflexe ainsi que l'éjaculation peuvent être absentes. Les troubles respiratoires peuvent aussi être présents. Ils résultent de l'atteinte des muscles respiratoires et impliquent très souvent une assistance respiratoire au début et le port d'une sangle abdominale par la suite afin de conserver le diaphragme en position de fonction. Ces troubles engendrent généralement aussi des troubles circulatoires. Dans ce cas, le port de compression veineuse est primordial. Finalement, des douleurs peuvent être aussi associées. On distingue deux types de douleurs pouvant survenir chez les patients tétraplégiques. Les douleurs par hyperstimulation qui se manifestent au-dessus de la lésion où la sensibilité n'est pas touchée, et les douleurs de type hyperesthésique, c'est-à-dire des réactions douloureuses disproportionnées par rapport au contact. On pourrait d'ailleurs comparer cette douleur à une brûlure.
La condition des tétraplégiques peut être améliorée à l'aide de professionnels de la santé. La tétraplégie évolue selon 3 phases, les phases flasques, spasmodiques ainsi que séquelaires. Durant la phase flasque, toute activité médulaire est suspendue. Cette phase dure de 3 semaines à 6 mois et nécessite une médication intense. La phase spasmodique est signe d'une certaine réapparition d'une activité neurologique autonome sous-lésionnelle. Dans le cas de Justin, par exemple, celui-ci retrouverait une certaine motricité de ses doigts qui lui permettrait de contrôler le moniteur de sa chaise roulante électrique. La phase séquelaire correspond à une stabilisation des fonctions lésées ou conservées. C'est à ce moment que l'on évalue les conséquences fonctionnelles. À ce jour, il n'existe pas de traitement pour les lésions de la moelle épinière. Plutôt, il y a 3 étapes à la prise en charge: l'évaluation, la réadaptation et les chirurgies. La prise en charge de la tétraplégie dépend fortement de la cause originaire de la paralysie. L'évaluation des déficiences existantes est donc la première étape de la prise en charge du patient. L'évaluation des déficits permet d'appréhender les incapacités, de les prévenir, de les rééduquer et de les compenser. L'évaluation donne donc place à la deuxième étape de la prise en charge, la réadaptation. L'évaluation est utilisée afin d'améliorer au maximum l'autonomie de la personne en lui proposant une réadaptation qui est réaliste et adaptée. Couplée avec la réadaptation, la prise en charge implique des traitements médicamenteux et des chirurgies centrées sur les déficiences telles que les troubles respiratoires, vésico-sphinctériens, génitosexuels, neuro-orthopédiques, neurovégétatifs et les phénomènes douloureux. Cette condition nécessite une rééducation musculaire et parfois une intervention neurochirurgicale. La chirurgie des membres supérieurs permet d'améliorer les possibilités fonctionnelles des personnes tétraplégiques. Cette chirurgie est possible dans les tétraplégies moyennes et basses et dans certaines tétraplégies hautes. Les patients concernés sont les tétraplégiques à partir du niveau C5. Il n'existe actuellement pas de solution chirurgicale pouvant améliorer les personnes avec des lésions de niveau supérieur. La chirurgie repose sur des techniques de transfert musculaire qui redistribuent le capital musculaire restant. Une fonction paralysée, telle que le mouvement d'un bras, est restaurée par transfert d'un muscle qui n'a pas été affecté par la lésion. Les muscles innervés par les nerfs par-dessus la lésion sont encore fonctionnels, donc l'opération peut permettre la restauration d'un membre qui, lui, a été affecté par la lésion. Cette chirurgie ne peut être proposée au patient qu'après stabilisation de son état neurologique, c'est-à-dire après la première année. Chaque intervention chirurgicale nécessite une période de rééducation pré- et post-opératoire. Plusieurs interventions sont souvent nécessaires pour un même membre supérieur et la durée totale du programme est de 3 à 4 mois par intervention. Pourquoi la réadaptation est importante pour les clients tétraplégiques? La réadaptation va permettre au client de développer ses capacités physiques et fonctionnelles en offrant des solutions face aux difficultés rencontrées dans sa vie quotidienne. Cela vise donc à lui redonner le maximum d'autonomie. La réadaptation se fera majoritairement à l'aide de la rééducation. Par exemple, la rééducation visco-sphinctérienne pour assurer un vidage complet de la vessie ainsi que la continence sera faite. Aussi, la rééducation intestinale sera importante pour rétablir les réflexes de défécation. Enfin, la prévention des plaies doit être enseignée pour le maintien d'une bonne hygiène cutanée. Les parents de Justin auront un rôle important dans cette étape puisqu'ils s'occuperont particulièrement de son hygiène considérant son bas âge. Comment l'ergothérapie peut aider les clients tétraplégiques? Les clients tétraplégiques se voient atteints dans plusieurs activités de leur vie quotidienne. C'est pourquoi l'ergothérapeute jouera un rôle central dans la réadaptation pour 4 raisons principales, soit l'éducation et l'enseignement de l'autonomie, l'aménagement de l'environnement, les aides au déplacement, ainsi que dans les activités de réinsertion sociale. Premièrement, pour l'éducation et l'enseignement de l'autonomie, il s'agit d'améliorer les capacités de la personne pour la communication, la toilette, l'habillage, les transferts, les déplacements, ainsi que l'alimentation. Le tout doit se faire le plus possible dans les activités signifiantes pour le client, donc dans le cas de Justin, ce sera beaucoup axé sur le jeu. De plus, le fait d'expliquer aux parents le fonctionnement et le contrôle de l'environnement sera bien important. Deuxièmement, pour l'aménagement de l'environnement, il s'agit d'apporter les aides techniques nécessaires dans l'environnement du client en fonction de ses besoins. Les besoins seront évalués par l'ergothérapeute. Par exemple, à l'école, on peut penser à une rampe d'accès, un bureau bien ajusté, etc. À la maison, on peut penser à l'accès au bain, au choix de matelas pour prévenir les plaies, à l'ajustement de la table à manger, etc.
Troisièmement, pour les aides au déplacement, le but est de faciliter la locomotion autant à domicile qu'à l'extérieur et cela empêche le client d'être immobile. Le fauteuil roulant motorisé se trouve être la meilleure aide technique et il s'agit aussi de la plus connue, donc ce sera celle que Justin utilisera. Le lève-personne pour transférer le client de la position couchée à assise dans son fauteuil, par exemple, peut aussi être utilisé. L'ergothérapeute procédera aux bons ajustements de ces différentes aides techniques. Quatrièmement, pour les activités de réinsertion sociale, le but est que les clients réintègrent leur rôle dans leur milieu de vie. Cela se fera par l'information et l'éducation des proches, des enseignants à l'école et de la famille, par exemple. L'ergothérapeute pourra aussi accompagner les parents dans la demande d'aide financière pour payer les différentes adaptations. Le thérapeute tient donc compte de l'environnement social ainsi que des ressources matérielles et financières des clients pour qu'ils soient le plus fonctionnels possible dans leur environnement. Maintenant que vous en savez un peu plus sur la tétraplégie, avez-vous des questions concernant mon rôle en tant qu'ergothérapeute auprès de Justin? Pour l'instant, non. Toutes nos questions et nos soucis semblent avoir été répondus. Merci beaucoup. Parfait! Au courant des prochaines rencontres, nous allons pouvoir regarder les différentes options pour adapter le fauteuil roulant et votre environnement à la maison afin de mieux subvenir à ses besoins.